Bonjour. Matière et mémoire, le corps et l'esprit, le cerveau et la pensée. En quoi les sciences, en quoi le progrès spectaculaire des sciences, des neurosciences, nous force-t-il à réexaminer ces vieux couples? Y a-t-il de l'inconnaissable et comment le nommer? Question subsidiaire, y a-t-il une mémoire absolument heureuse et comment trouver les mots pour la dire? Bienvenue à Droit d'auteur, 83e numéro. Tout de suite, je vous présente mes invités. Georges Semprin, vous êtes un écrivain de langue française, je dirais, né à Madrid en 1923, exilé en France en 1937, résistant, arrêté en 1943, vous avez été déporté à Buchenwald. Je dis ça pour les jeunes. Vous avez été ministre de la Culture en Espagne, de 88 à 91, vous êtes membre de l'Académie Goncourt, vous avez écrit plusieurs romans, des scénarios, et puis récemment, plutôt des récits autobiographiques. L'écriture ou la vie en 94, en voici un autre, au titre baudelairien, Adieu vive clarté, aux éditions Gallimard. Votre lecteur Olivier Schrammeck, vous êtes né en 1950, vous avez été secrétaire général du Conseil constitutionnel et vous êtes actuellement directeur de cabinet du Premier ministre Lionel Jospin. Paul Ricoeur, vous êtes philosophe, professeur honoraire à Paris 10 Nanterre et professeur émérite à l'Université de Chicago. Alors votre philosophie est riche et abondante, quelques titres seulement, mais très parlants, la métaphore vive, temps et récit, soi-même comme un autre. Et puis à côté de vous, Jean-Pierre Changeux, vous êtes neurobiologiste, professeur au Collège de France et à l'Institut Pasteur, membre de l'Académie des sciences. Vous êtes bien sûr l'auteur de L'homme neuronal, un livre qui pour le grand public a changé, je dirais, le sens qu'on donne au mot cerveau, mais aussi d'autres ouvrages, Matière à penser avec Alain Cohn et Raison et plaisir. Alors vous nous proposez tous les deux ensemble un livre d'entretien, dialogue et joute, et parfois même par endroits dispute, sur le lien entre les neurosciences et les fondements de la morale. Ça s'appelle La nature et la règle, sous-titre Ce qui nous fait penser, aux éditions Odile Jacob. Et puis votre lectrice, Noëlle Lenoir, vous êtes, comme Olivier Schrammeck, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et diplômé en droit public. Vous êtes membre du Conseil constitutionnel et vous êtes actuellement présidente du Comité international de bioéthique de l'UNESCO. Alors, Jean-Pierre Changeux, Paul Ricoeur, au début de ce livre, vous vous interrogez. Un neurobiologiste peut-il légitimement s'intéresser aux fondements de la morale et réciproquement, le philosophe peut-il trouver matière à réflexion dans le champ contemporain des neurosciences? Alors, est-ce possible? Ce livre le prouve, mais à quelles conditions ce dialogue entre vous deux a-t-il été possible? Et j'ai envie de dire, après coup, était-ce bien raisonnable? Qui commence? Je pense que c'était non seulement raisonnable, mais plus que légitime, demandé, parce que nous nous trouvons dans une situation où les neurosciences ont fait des progrès spectaculaires, où notre connaissance sur le cerveau s'est accrue de manière exceptionnelle par rapport aux autres disciplines scientifiques, et que, après tout, le jugement moral, eh bien, l'homme il juge avec son cerveau et celui-ci participe donc à ce jugement, pas seulement d'ailleurs, nous en discuterons, mais peut-être que le moment était venu d'essayer au moins de confronter les points de vue. Je pense que ce livre ne donne pas une solution, il ouvre le dialogue et c'était un peu la raison d'être même de cet échange avec Paul Ricoeur. Oui, parce que la question est ancienne, mais les moyens d'y répondre sont nouveaux. Je dis la question est ancienne parce que, si je reviens sur le titre, ce qui nous fait penser... C'est le sous-titre, non? Exactement, qu'est-ce qui fait que nous pensons? C'est une fausse question de Socrate. Socrate est dans sa prison, on lui propose de s'évader, et on lui demande « Pourquoi restes-tu là ?» Et il dit « Je vais vous donner deux réponses. » La première, c'est que mon corps, mes nerfs, mes muscles font que je reste assis. Mais j'ai une autre raison, c'est que j'obéis aux lois de la cité. Et dit, ça c'est la vraie cause. Et alors, je crois que le débat est ouvert. Est-ce que nous avons deux lectures du même phénomène? Socrate est assis, c'est-à-dire c'est son corps. Et moi je suis parti de cette conviction que ce n'est pas l'âme et le corps qu'il faut opposer, mais d'abord deux lectures du corps. Il y a un corps pour les scientifiques, et puis il y a le corps que nous avons toujours eu, mon corps, ton corps, son corps, c'est-à-dire un corps auquel nous nous identifions.
Est-ce que d'une certaine façon, ce n'est pas vous, Jean-Pierre Changeux, qui venez avec vos armes de chercheurs sur le terrain philosophique, puisqu'il s'agit pour vous deux, au fond, de réexaminer la distinction fondamentale, vous la rappelez au début, établie par David Hume, le philosophe anglais du XVIIIe siècle, entre le factuel, ce qui est, et le normatif, la valeur, ce qui doit être, entre la connaissance et la morale, entre la nature et la règle, d'où le titre de ce livre. C'est vous qui venez un peu sur ce... Tout à fait, et j'ai même eu le plaisir de solliciter Paul Ricoeur et d'avoir son accord, parce qu'a priori, l'échange n'était pas accepté obligatoirement. Pas toujours facile. Je pense que sur le terrain du devoir-être, la question se pose évidemment de savoir si, à partir de ce que l'on connaît maintenant de notre cerveau, et surtout de ce que l'on espère connaître des sciences humaines, de l'histoire des morales, il n'est pas possible de créer un lien entre la manière dont fonctionne notre cerveau, dont nous jugeons, ces mémoires du passé et la production de nouvelles règles, de normes. Et à cet égard, j'ai en quelque sorte l'expérience d'un comité d'éthique, qui est le Comité national consultatif d'éthique. Et dans ce comité, nous trouvons réunis plusieurs personnes ayant des formations, des convictions, des buts différents, sauf essayer de réfléchir ensemble sur un problème posé par le développement de la connaissance scientifique qui soulève des questions d'éthique. Et, en dépit de nos différences, ou peut-être à cause de nos différences, nous arrivons à élaborer un débat, à construire une manière commune de prendre en compte ces progrès de la connaissance et d'introduire par exemple des limites. Ceci peut être fait, ceci ne doit pas être fait. Donc vous voyez que dans ce genre d'assemblée, scientifiques, philosophes et moralistes et juristes se trouvent réunis ensemble pour élaborer une norme. Donc la normativité, si vous voulez, et ça je crois que c'est pour moi un point important, n'est pas liée à une doctrine ou une prise de position idéologique ou à un dogme. D'accord, oui. Donc vous avez déjà admis dans la composition du Comité national d'éthique, c'est qu'il y a plusieurs entrées dans le problème. Sans ça, vous n'auriez pas un comité de confrontation. Absolument. Ça veut dire donc qu'on peut poser non seulement le problème de façon différente, mais qu'il y a un problème. Je veux dire que nous parlons de normes, non pas comme données, mais comme comment se fait-il que l'homme ait des normes. Et là, moi, ça a été mon hypothèse, c'est que ce n'est pas en venant de la nature vivante, et même des grands singes et ces admirables singes qui ont une vie sociale, mais il y a un homme problématique qui se demande qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a des normes. C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire que je me reconnais comme l'auteur de mes actes à condition que, en même temps, je place en face d'elle une règle. Et alors là, c'est une énigme. C'est une énigme. Quel est ce lieu de rencontre entre, disons, la liberté et la norme? Alors, moi, mon hypothèse, face à vous, c'est qu'il fallait qu'il y ait un homme problématique. Un homme qui se pose la question pour se retourner derrière lui et disant, mais dans la nature, dans la vie, qu'est-ce qui prépare cela? Et alors là, nous avons bien une région d'intersection. C'est sur la notion de préparation, de préparatif, d'antécédent, mais moi, ma position a été de dire, c'est parce que nous nous posons la question morale que nous regardons derrière nous, et vous dites, c'est en descendant la vie qu'on rencontre l'homme. Et en se posant la question morale en même temps. Oui, mais il faut donc un homme qui pose des questions. Bien entendu. Et là, la nature ne comporte pas de questions. Oui, mais le cerveau humain pose des questions. Non, le cerveau humain ne pose pas de questions. Un dernier petit point de détail. Dire « je pense », pour vous, ça a évidemment un sens. Mais dire « le cerveau pense », le cerveau évalue, ça n'a aucun sens. Non, c'est un... Alors que... ça a un sens, mais c'est un sens, comment dirais-je, une faute sémantique. Un amalgame sémantique. Un amalgame sémantique. Parce que penser, c'est un acte réflexif. Et le cerveau, c'est un des objets sur lesquels on pense. C'est un objet de pensée. Oui, mais vous ne pouvez pas penser sans votre cerveau. Mais oui, mais bien entendu. Mais c'est la réponse de Socrate. Lorsqu'il dit, le cerveau, c'est ce sans quoi
je ne penserai pas. C'est donc la condition sine qua non. Mais de là à dire que le cerveau pense, là, alors je dis qu'il y a une faute logique. Il y a une faute sémantique. Oui, mais enfin, vous faites un raccourci, oui, en quelque sorte, en mettant le cerveau pense, mais en fait, quelqu'un pense, je pense, et je réfléchis sur quelles sont les conditions pour que je pense, et parmi ces conditions, il y en a une qui est majeure, c'est évidemment d'avoir un cerveau. Oui, d'abord, je pense que les neurobiologistes n'utilisent pas le terme « le cerveau pense », mais pensent avec leur cerveau. Et je pense que... moi, j'ai jamais dit que vous avez dit ça. C'est ce qui vient la phrase, je l'ai pas inventée. Je dis qu'elle est impossible. Non, mais bien entendu, on en débat de cette question-là. Vous n'en avez pas débatté, mais ce qui est important de souligner, c'est qu'aucun neurobiologiste ne niera l'importance des mémoires qui sont dans notre cerveau, qui sont inscrites dans notre cerveau, et qui proviennent à la fois de l'expérience de l'homme sur le monde, et aussi... Il y a aussi des mémoires dans les ordinateurs. Et aussi de l'histoire culturelle. Est lui-même un mot ambigu. Bon. C'est tout l'intérêt du début de ce livre, Noël Lenoir, où effectivement, philosopher, c'est penser les mots qu'on dit. Vous êtes très attachés l'un et l'autre à définir le sens de chaque mot que vous utilisez. Mais je vous cite, Paul Ricoeur, vous dites « Ma thèse initiale est que les discours tenus d'un côté et de l'autre relèvent de deux perspectives hétérogènes, c'est-à-dire non réductibles l'une à l'autre et non dérivables l'une de l'autre. Dans un discours, il est question de neurones, de connexions neuronales, de système neuronal. Dans l'autre, on parle de connaissances, d'actions, de sentiments, c'est-à-dire d'actes ou d'états caractérisés par des intentions, des motivations, des valeurs. Je combattrai donc, dit Paul Ricoeur, ce que j'appellerais désormais un amalgame sémantique et que je vois résumé dans la formule digne d'un oxymore, le cerveau pense. Oui. Moi, ce que je trouve intéressant dans le dialogue qui se poursuit maintenant, c'est que on a l'impression que votre intention, c'est effectivement de réconcilier deux discours, d'essayer de voir les points de rencontre, et qu'en réalité, il n'y a pas de point de rencontre. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai retirée de cet ouvrage qui est passionné, c'est-à-dire que c'est une illusion de penser que le point de vue du scientifique peut rejoindre le point de vue du philosophe. Le point de vue du scientifique, c'est, comme vous le dites, il n'y a pas d'inconnaissable, il n'y a que de l'inconnu, c'est une démarche qui se veut progressive et progressiste. Absolument. Puisque l'attitude, enfin, que je trouve très riche d'ailleurs, que vous décrivez du scientifique, c'est de se débarrasser de toutes les idéologies, de l'anthropomorphisme, de toute conception finaliste du monde. Mais ça, c'est votre point de vue de scientifique. D'ailleurs, vous avez un point de vue de moraliste à la fin de l'ouvrage sur l'éthique de la délibération, puisque vous êtes à la fois un politique et à la fois un savant. En tant que président du comité d'éthique, vous êtes un politique, et en tant que neurobiologiste, vous êtes un savant. Et le philosophe, lui, propose une réflexion sur la vie ou sur l'homme problématique. Et il y a, c'est une question à Paul Ricoeur, une de vos questions un peu rituelle ou récurrente ou objection dans cet ouvrage qui m'a un peu frappée, c'est que vous contestez la volonté ou le souci d'hégémonie des neurobiologies, des neurosciences ou des sciences cognitives. Vous dites on ne peut pas résumer... Mais je remarque alors déjà que normalement on accuse plutôt la philosophie d'être hégémonique, d'être une discipline qui est empreinte d'extraterritorialité, qui est au-dessus de toutes les autres. Je suis réflexive, n'est-ce pas? Je ne suis pas du tout une pensée totalisante. Quand même à un moment, hein, quand il vous dit, on se demande si c'est pas un peu ironique, quand il vous dit, Changeux vous dit, peut-être que les progrès des sciences du cerveau sont tels qu'ils suscitent la crainte d'une hégémonie. On peut se demander en effet si vous avez cette crainte-là, et au fond, si vous ne vous sentez pas un peu, attendez, Paul Ricoeur, si vous ne vous sentez pas un peu dépossédé en tant que philosophe aujourd'hui, par rapport, je ne sais pas, aux philosophes du Moyen-Âge ou jusqu'au XVIIe siècle. Au fond, est-ce qu'un philosophe aujourd'hui, ça n'est pas au mieux la moitié de Descartes et la moitié de Leibniz? Oui, moi je me sens dépossédé de rien du tout, parce que je n'ai jamais eu la conception justement hégémonique d'une grande philosophie comme celle de Hegel, que j'admire, mais c'est l'impossibilité d'être hegelien. Et donc je suis dans cette position réflexive en face de la pluralité des savoirs. Parce que je voudrais revenir sur le pluriel du mot science neuronale. Je suis quand même tout à fait étonné de voir qu'il y a un pluriel jusque... Autrement dit, je ne veux pas me laisser enfermer dans un débat à deux. Il y aurait le scientifique et le philosophe. Non, mais parce qu'il y a plusieurs sciences. Il y a plusieurs sciences. Et je pense que chaque science
a une tendance hégémonique à l'égard de ses voisines. Ce n'est donc pas vis-à-vis de la philosophie d'abord, mais des autres sciences. C'est-à-dire que pour le chimiste, tout est chimique, pour le physicien, tout est chimique. C'est vrai, et donc l'objet cerveau, c'est le référent, c'est le référent privilégié. Mais de là, il rayonne. Il rayonne comme scientifique et comme biologiste vers la chimie biologique, bien sûr. Mais de l'autre côté, vers l'éthologie, c'est-à-dire la science des animaux en liberté, des comportements, et puis vers les sciences du langage. Et alors, et je trouve ça tout à fait naturel qu'à partir d'une science, on essaye de regrouper les sciences voisines. Et alors moi, je suis attentif à ces, comment dirais-je, à ces fractures des multiples référents qui sont comme regroupés sous l'égide, alors je dis l'hégémonie, mais c'est un mot très positif. Oui, moi je n'aime pas le terme. Dans tout cerveau. Je n'aime pas le terme hégémonie, j'utiliserai le terme connaissance. Parce que quand on regarde la philosophie des 20 ou 30 dernières années, le mot cerveau n'apparaît pas beaucoup. Je dirais même qu'il y a très peu de mentions aux neurosciences, aux connaissances objectif sur le cerveau, et qu'il ne s'agit pas de créer une quelconque hégémonie, de simplement de prendre en compte une connaissance qui existe et qui se développe, et de créer effectivement des liens avec d'autres disciplines, avec l'espoir que ces liens seront constructifs et positifs. Et d'ailleurs, l'expérience prouve que beaucoup de disciplines scientifiques se sont développées à la frontière entre disciplines. Prenez le cas de la biologie moléculaire, entre la bactériologie et la chimie. Prenons le cas des neurosciences actuelles en ce qui concerne, par exemple, la chimie des communications entre cellules nerveuses, c'est entre physiologie et chimie. Et l'idée que l'on puisse intégrer un savoir sur les neurosciences dans les sciences humaines, moi, me paraît une sorte d'espoir constructif et créer des échanges et permettre donc au fond à la connaissance de progresser. Et je voudrais juste dire un mot en plus qui concerne justement ces frontières entre disciplines. Vous-même, vous les utilisez dans votre langage. Vous disiez la linguistique, les neurosciences, etc. Oui, c'est vrai que chaque discipline existe, mais ce que je souhaiterais justement, c'est que ces frontières disciplinaires qui ont fait tant de mal dans notre pays au développement de la connaissance et peut-être même aux sciences humaines et même aux sciences en général puissent s'effacer progressivement par un dialogue constructif. C'est ça mon idée. C'est précisément en face de cette suspicion d'hégémonie, si vous voulez, mais qui est légitime, c'est la passion d'un scientifique de penser que sa science est fédérative pour les sciences voisines. En tout cas, oui, pardon, ce qu'on voit... Ma vigilance sémantique, c'est mon rôle ici de réflexif, si vous voulez, sur les langages. Et de faire attention qu'il y a des seuils en passant d'un langage à un autre, et chaque région de langage a ses propres règles de cohérence, de vérification, et d'abord, je dirais, de modélisation, et après ça, de vérification, falsification, réfutation. Ce qu'on voit en tout cas, c'est sur un pluralisme méthodologique, si vous voulez. Ce qu'on voit, c'est qu'entre eux, c'est quand même une belle bagarre. Hein. J'aimerais voir l'avis d'Olivier Schrammeck et Georges Saint-Poun. Ce qui m'a frappé dans ce livre, c'est effectivement la volonté exprimée par M. Changeux d'appréhender ensemble les sciences de la vie et les sciences de l'homme. Or, c'est une démarche qui a effectivement été un peu perdue de vue. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, les philosophes étaient aussi des scientifiques et ils prenaient comme objet philosophique de leur réflexion les sciences qui étaient en plein progrès. Et depuis, une distance s'est créée. Alors, M. Changeux use de ce qu'il appelle, je crois lui-même, un matérialisme méthodologique. C'est-à-dire qu'il n'affirme rien, il ne fait pas de profession de foi matérialiste, mais ce qu'il affirme, c'est qu'il est impossible de développer une réflexion philosophique si on ne prend pas en compte les données nouvelles de la science sur le fonctionnement du cerveau. Alors que ce soit le cerveau qui pense ou que ce soit l'homme qui pense avec son cerveau, peu importe, la pensée ne peut plus être... Tout importe. La pensée ne peut plus être appréhendée sans ces données scientifiques qui sont impressionnantes sur le fonctionnement du cerveau, qui permettent de distinguer la vérité et le mensonge. Ce qui restera, quelle que soit l'histoire des doctrines, c'est que l'homme, c'est le seul être de la nature qui a deux entrées sur lui-même. Il peut se considérer comme un
des membres de la nature comme des fragments de la nature, des objets de la nature, et d'autre part, celui qui pense tous les objets de la nature. Et ce sont les objets, quelques objets de la nature. Quelques objets de la nature. Mais je veux dire, les objets de la nature sont des objets de la nature parce qu'il y a quelqu'un qui les pense. Et donc, il y a donc deux situations, si vous voulez. Je suis à la fois une des choses du monde et puis celui qui pense les choses du monde. Et alors, ceci reste toujours vrai. Alors, ce qui est changé, c'est que maintenant, nous avons en face de nous des données scientifiques qui n'existaient pas il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans. Donc, cela bouge. Mais ce qui ne bouge pas, c'est qu'il y a deux entrées sur le... Et alors, je crois que ce qui a été intéressant pour nous, ce n'est pas simplement de tenir chacun notre discours, mais de chercher où il se recoupe. Oui, bien sûr, non, mais je crois qu'il y a un aspect très constructif dans la première partie du livre, c'est des notions comme la représentation. Ou dans la deuxième partie du livre, la disposition à la normativité. Et alors, je pense que les points d'intersection sont des points justement où les deux discours, le discours sur les neurones et le discours, je dirais, sur le psychique, le mental, appelez-le comme vous voulez. Sur les fonctions cérébrales. Oui, la relation entre la structure et la fonction, c'est finalement ça que nous essayons de faire. Je pense que c'est ça qui est important. Oui, c'est que, ça, je suis très heureux que vous le disiez. La structure et la fonction sont en corrélation. Mais en même temps, elles développent deux sortes de discours. Si vous tenez un discours de neurologiste, vous trouverez parler de neurones sur ce genre, mais vous ne parlerez. Et c'est que si je tiens un discours réflexif, j'emploierai le mot amour, haine, connaissance, idée, mais je ne parlerai pas de neurones. Alors, bon, où est-ce qu'il se recoupe? Et ben, c'est justement l'homme, mais la notion de homme est elle-même une notion problématique. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait deux lectures sur le même être? Alors que je ne peux pas faire une sorte d'ontologie, je veux dire un discours sur cet être-là, je n'ai que des discours brisés. Et donc, tout le problème est un problème d'intersection et je dirais d'interdisciplinarité. Entre les sciences, mais aussi entre les sciences prises toutes ensemble et l'une ou l'autre des philosophies que je représente ici. Georges Sempoun, votre regard? Non, moi je suis d'accord avec l'idée qui se dégage d'ici, que c'est un livre important, très important. Mais c'est un livre difficile, il faut le dire, difficile, mais on en retire... Il faut mériter les acquisitions, la conquête qu'on peut faire à travers ce livre. C'est un livre très important qui traite un problème éternel du rapport entre la science et la philosophie, et matière, mémoire, évoudit, etc., âme, corps, etc., mais qui le traite d'une façon très nouvelle. Moi, je me suis amusé à comparer un peu, rapidement, parce que je n'ai pas eu beaucoup, cette discussion avec le même type de discussion qu'il pouvait avoir au début du siècle, autour, par exemple, de matérialisme et empiricisme, autour de toutes ces questions-là. Hein. Et on voit la différence. On voit la différence et chez le philosophe et chez l'homme de science. Voilà, c'est vraiment un stade de réflexion et de connaissance tout à fait différent. On est sorti d'un certain mécanisme, on est sorti d'une certaine fixité des choses, ça c'est très important. Mais moi j'aurais envie, pas peut-être pour déclencher un autre livre, mais de reprendre de façon un peu perverse les questions à la fin. Par exemple, sur la survie, là dans votre chapitre, sur les soubassements biologiques de nos règles de conduite, le critère de la survie de l'espèce... C'est le départ, ça. Hein? C'est le départ. Oui. Ce n'est pas l'arrivée. Oui, mais il n'y a pas que ça. Là, vous citez, c'est vous qui le citez, un petit bout de phrase de Spinoza, qui détaché comme ça de son contexte, c'est complètement stupide. Ah bon? Oui. Qu'est-ce que c'est? L'effort pour se conserver est le premier et unique fondement de la vertu. C'est ce qu'il a écrit. Oui, mais dans le contexte, l'effort pour se mettre en danger est aussi important que l'effort pour se conserver. Si on ne met pas sa vie en danger, il n'y a pas de morale. Oui, c'est-à-dire que l'effort de survie et de survivre est à la fois positif et peut être très négatif. C'est-à-dire que, je ne suis pas en train de dire que... Non, mais je vous ai lu d'ailleurs sur ce point et j'ai parfaitement apprécié votre point de vue. Vous pouvez quand même passer plus loin dans le chapitre, parce que je ne pense pas que Spinoza ait été aussi stupide que ça, parce que c'est une condition de base. Et si nous avions des comportements suicidaires, si tuer ton prochain avait été la règle morale de base, mais on ne serait pas là pour en parler. Non, mais d'accord, bien sûr que non. Bon, alors donc il y a quand même... Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont mis leur vie en jeu. Peut-être aussi, mais parce qu'il y en a... le besoin de survie comme source de vertu. C'est dans le chapitre. On a fait des études de philo. Vous titillez les philosophes, il n'y a rien à faire. C'est le chapitre. Ah non, mais je voudrais quand même reprendre sur ce point, parce qu'il est très important. Oui. C'est-à-dire que
dans cette réflexion sur la normativité, il y a plusieurs niveaux de l'éthique. Bien sûr. Mais là, nous sommes au niveau le plus primitif. Absolument. Nous sommes à un niveau qui a été celui de l'hominisation, voilà. Essentiellement des ancêtres de l'homme, et qui ressurgit dans certaines circonstances difficiles. Et je voudrais dire justement que... Non, mais on ne va pas trop vite. Non, mais on ne va pas trop vite parce que vous ne m'avez même pas laissé dire le deuxième niveau. C'est un vieux couple extraordinaire de les voir fonctionner tous les deux. Tu me demandes comment ils ont fait pour faire le livre. Qui est celui de la socialité. Celui de la socialité, d'accord. Et il y a ensuite le troisième niveau qui est celui de l'humanité. Alors moi je veux bien qu'on parle d'un niveau, mais dans la réflexion que je vous propose, ces niveaux sont emboîtés les uns dans les autres. Dans ce troisième niveau, vous ne reprenez pas, pour le corriger et l'élargir, cet impératif de survie comme source de vertu. Alors justement... Le lecteur peut faire ce travail, mais vous ne reprenez pas. Non, mais le lecteur va le faire. Je ne veux pas vous couper brutalement, mais j'aimerais donner la parole à votre lectrice qui a des choses à vous demander. Je vais poser une question qui ne sort pas de l'ouvrage, mais qui évidemment interroge le juriste ou la société, c'est la question de la responsabilité qui est sous-jacente à tout ce que vous dites sur l'émergence de la règle. Alors on est un peu sur sa fin parce que la règle, c'est pas seulement la règle morale, c'est aussi le droit. La norme sanctionnée, c'est-à-dire ce qui permet de vivre ensemble et de faire la distinction entre les comportements acceptés ou non acceptables. Dans le micro, je crois qu'il y a un petit souci avec votre micro, voilà, si ça vous parlez dans le micro. Et alors, je voudrais savoir, parce que je n'ai rien trouvé ni dans ce que indique Jean-Pierre Changeux, qui est passionnant sur les avancées de la neurobiologie, ni dans la philosophie réflexive, rien qui nous indique pourquoi l'homme est problématique, c'est-à-dire pourquoi il se pose en tant qu'être moral ou immoral. Alors, Kant dit au fondement de la norme, il y a l'idée de liberté. C'est vrai qu'il n'y a pas de droit s'il n'y a pas cette liberté, soit de décider de survivre, soit de décider de mettre sa vie en danger. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, nous? Est-ce que les neurobiologies et est-ce que la philosophie qui tient compte de l'interdisciplinarité a un discours à tenir au droit, c'est-à-dire à ceux qui sont chargés d'organiser la société au mieux? Alors, moi, j'ai une réponse. Le fait qu'il y ait dans la nature un être qui se pose cette question, c'est l'énigme. Mais nous sommes obligés de partir du fait que quelqu'un se pose une question de ce genre, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire que je suis l'auteur de mes propres actes? Alors c'est un être qui se pose lui-même. Alors si on n'a pas cette présupposition d'une capacité de se poser soi-même comme posant des questions, nous n'aurons jamais une investigation de la nature du point de vue sur la question de savoir, mais comment tout cela nous mène-t-il à l'homme partant de l'animalité? Et alors là, on peut par exemple le langage de la mutation en biologie, mais c'est une mutation d'un genre, d'une nature tout à fait exceptionnelle, à savoir que c'est la mutation d'un être questionnant dans une nature qui ne s'est pas posé de questions, qui n'est que la résolution constante de ses propres problèmes. Oui, alors, la naissance d'un être problématique, c'est le point de départ de la philosophie, et je ne vois pas comment, on va faire des allers-retours. À partir des neurosciences, on arrivera à un être questionnant. Quitte à, maintenant, à partir de cet être questionnant, je me retourne en arrière, je dis, mais comment tout cela se prépare-t-il? Et effectivement, je trouve des préparatifs, mais je trouve des préparatifs parce que je suis à la recherche je vous ai posé la question, comment cela a-t-il fait? Comment cela a-t-il commencé? Mais donc je suis obligé de me placer, je dirais, je n'emploie qu'un seul mot philosophique, pas un de plus. Un être, je dirais, qui est autopositionnel et qui, par conséquent, se présuppose toujours comme questionnant. Alors, moi, je voudrais réagir sur la question de Noël Lenoir qui est fondamentale, celle du droit. Bon, ce livre a été réservé essentiellement à la normativité éthique. C'est au problème d'éthique, d'ailleurs, du début jusqu'à la fin, et je crois qu'on est d'accord avec Paul Ricoeur. C'est un livre qui essaye de comprendre comment, dans les sociétés humaines, ont émergé des règles morales. Enfin, au fond, c'est ça le problème des origines, et aussi le problème de la construction de nouvelles règles. Et je crois que c'est un point très important. L'innovation éthique, qui est un terme que j'aime bien, qui est d'essayer de proposer de nouvelles normes dans la mesure où de nouveaux progrès de la connaissance apparaissent. Et bien entendu, ces normes doivent être débattues au niveau démocratique. C'est ce que fait un comité d'éthique, c'est-à-dire prononcer des avis
des recommandations, ouvrir le débat et faire en sorte ensuite que ce débat démocratique conduise aux législateurs. Le passage est déjà fait. Et que le... Ouais, non, mais justement, là vous allez un peu vite, vous sautez un peu vite. Pardonnez-moi, mais là vous allez un peu vite. C'est extraordinaire. Je voudrais simplement dire, pour terminer sur ce point, que ce passage de l'éthique au droit me paraît non seulement important au niveau national, hein, et c'est là aux législateurs de faire, mais au niveau mondial. Et là je m'adresse à vous. Parce que précisément, et je cite Mireille Delmas-Marty, et à propos de l'universalisation du droit. Oui. Et je pense qu'un de nos grands problèmes éthiques contemporains, c'est précisément d'essayer de faire en sorte qu'il puisse y avoir un droit mondial. Alors c'est une utopie peut-être. Moi juste un passage. Pardon, Paul Ricoeur, il faut qu'on tienne un petit peu dans la durée qui nous est interdite. Juste un bout de votre dialogue, Ricoeur. Je pense au mot de Bergson. Pour atteindre l'homme, il faut viser plus que l'homme. Changeux. Il suffit de viser l'homme. C'est en visant plus que l'homme que l'on menace la vie des hommes et que les fondamentalismes et les discriminations graves apparaissent. C'est vrai. Ricoeur. Mais dans plus que l'homme, je mets l'esthétique et la beauté du monde. Et puis aussi ce passage. C'est Changeux qui parle. Il ne faut pas confondre inconnu et inconnaissable. Pour moi, rien n'est inconnaissable. C'est un terme que j'ai exclu depuis longtemps de mon vocabulaire. Oui. Est-ce que c'est pas ça votre principale divergence, quand même? Le mot inconnaissable. Pour lui, ça n'existe pas. Votre héros, c'est Prométhée, mais je viens de dire que le premier inconnaissable, si vous voulez, c'est qu'est-ce qui fait que l'homme est un homme à deux entrées. Une entrée réflexive et une entrée objective. À la fois par la science et d'autre part par la connaissance de soi. Mais je prendrai un autre exemple. Pour comprendre que... Rapide, s'il vous plaît. Comment? Sinon, on va mordre trop sur le temps de Georges Sapoun. Non, allez-y. Je prendrai le temps que vous me donnez. Prenez-le, prenons-le. Mais même dans mon rapport avec le monde, avec la nature, le fait que je sais, par la science, que la Terre tourne autour du Soleil, mais ça n'empêche que je continue de voir le Soleil se lever et se coucher. Et tous les rapports entre les humains se font à l'intérieur de cette perception-là, qui n'est pas abolie par la connaissance scientifique. Si on n'avait pas cette perception-là, on n'aurait pas envoyé un homme sur la Lune. C'est ça. C'est là qu'il faut que ça change tout. Dans le champ, justement, pratique, ce que l'on sait par ailleurs par la science. Georges Sapoun. Sapoun ou Sapoun? Les deux, on peut dire les deux. Paul Ricoeur, dans La nature et la règle, parle de la mémoire heureuse. Puis il se reprend et il dit qu'il n'est pas de mémoire absolument heureuse. Qu'en pensez-vous? Absolument, je ne sais pas, mais mémoire heureuse, même mémoire heureuse des pires événements. Enfin, des choses qui pourraient être classées comme événements dramatiques ou humiliants. Ce livre est le récit de la découverte, de l'adolescence et de l'exil, des mystères de Paris, du monde, de la féminité, aussi surtout sans doute de l'appropriation de la langue française. L'expérience de Buchenwald n'y est pour rien, n'y porte aucune ombre, aucune lumière non plus. Comment pouvez-vous en être si sûr? Je n'en suis pas sûr. J'ai essayé d'y parvenir. Je ne suis pas sûr, bien entendu, puisque j'écris après l'expérience, que dans l'écriture de l'avant, il n'y ait pas des traces. Des traces dans mon cerveau peut-être. Des traces de cet avant, de l'expérience des camps, je ne sais pas. C'est-à-dire que le livre part quand même d'un refus. Le refus, provisoire, mais très ferme, de me faire piégé, disons, par cette mémoire. Cette mémoire, cet appel, oui. Alors, il fallait choisir ce type de récit. J'avais 15 ans, la guerre d'Espagne était perdue. Nuestra guerra. Nous employons toujours ce pronom possessif pour nommer la guerre civile. Alors, en revanche, c'est bien cette guerre-là qui projette ses lueurs et ses ombres sur votre récit. Oui, dans cette mesure-là, c'est peut-être aussi, évidemment, comme c'est l'antichambre de la guerre mondiale, nous sommes là dans une espèce de mémoire continue. Oui. Oui, parce que plus tard, dans les années 50, vous le racontez, vous avez franchi plusieurs fois la frontière franco-espagnole sous de fausses identités, comme envoyé clandestin du Parti communiste, et vous écrivez: mais c'était moi, sous tous ces déguisements, moi-même, le même rouge espagnol que je n'ai jamais cessé d'être, celui que j'étais à 16 ans déjà. On dirait qu'au-delà de l'idéologie, au-delà de la mémoire, cette guerre qui n'est pas finie, qui pour vous ne sera jamais finie, s'inscrit au plus profond, au plus intime et au plus constant de ce que vous êtes, même si sur beaucoup d'autres plans vous avez changé. Mais ça, c'est une formidable continuité à la question qui vous êtes, il y a ça.
Oui, je ne dirais pas que cette guerre n'est jamais finie, sur un plan peut-être de la mémoire et morale, mais sur un plan politique, historique, elle est finie. Oui. Elle est finie. C'est même la guerre est finie, c'est le titre du film que j'ai écrit pour Alain René. Et c'est parce qu'on a décidé que la guerre est finie qu'on a réussi, en partie, il y a d'autres raisons, qu'on a réussi, le peuple espagnol a réussi cette transition qui émerveille un peu, pacifique, vers la démocratie. Parce qu'il y a eu cette décision collective d'amnistie et d'amnésie. Enfin, nous retombons dans l'ancienne Grèce, n'est-ce pas? La capacité, la volonté d'oubli d'un certain nombre de choses, ou dans l'édit de Nantes d'ailleurs. Nicole Lauro, oui. Et les usages de l'oubli et la cité divisée. L'Espagne a fait le peuple espagnol a fait sans vouloir se référer à la Grèce ancienne, une expérience de cet ordre-là. Donc la guerre est finie d'une certaine façon. Mais dans la mémoire intime, personnelle, et dans la mémoire de cette collectivité qu'on appelait les Espagnols. Le rouge espagnol, c'est comme ça qu'on était classé. Rouge ne voulant pas dire communiste, forcément, c'est plus large. C'est pour ça, républicain espagnol. Dans cette mémoire-là, qui est une mémoire intime et personnelle, mais qui est multipliée par combien de survivants restent cette mémoire-là? Des dizaines de milliers encore, hein, des milliers en tout cas. Là, nous sommes sur le terrain de l'infini de cette guerre. Nuestra guerra, je me demande de corriger votre prononciation de l'espagnol. Nuestra guerra, c'est-à-dire ce qui avait frappé Hemingway quand on le rencontrait à Madrid, c'est pourquoi vous dites toujours les uns et les autres, les deux camps, notre guerre. Mais il y a eu des dizaines de guerres dans l'histoire, mais c'est toujours notre guerre, oui. Olivier Schremek, on ne va pas lui tresser des couronnes, mais c'est vrai que ça va être difficile parce que c'est quand même un livre magnifique. C'est un livre superbe. Je dois dire que j'aurais tendance, comme vous, à contester la manière dont vous le présentez, car en réalité, c'est un livre de mémoire, c'est un livre sur la mémoire. D'ailleurs, à le lire juste avant celui qui vient d'être évoqué, on en ressent les liens. Au fond, ce ressouvenir dont vous parlez, cette mémoire secondaire, c'est typiquement celle que sur un mode musical, vous présentez à travers les événements de votre vie. Et en réalité, Boerenwald n'est pas du tout absent de votre livre. Et d'ailleurs, vous le lâchez à un moment donné, vous parlez des cendres grises qui sortent des crématoires. À un seul moment, il est vrai. Mais il y a un jeu de miroir entre l'existence de cet adolescent qui est fier, qui est doué, qui est un peu maladroit, dans cette entre-deux-guerres que vous décrivez, et tout ce qui constituera votre aventure humaine autour de l'épreuve des camps, bien sûr, et de l'épine dorsale de l'engagement communiste. Et puis il y a aussi cette référence un peu mystérieuse à Palude. Palude qui constitue un titre central de votre livre. C'est un peu surprenant que vous fassiez référence à un récit ironique qui traduit un peu les couleurs blêmes, désenchantées du post-symbolisme. Pourquoi? Mais il me semble, puisque chaque lecteur est invité à trouver une clé pour lire un livre, il me semble que c'est un livre profondément gidien. C'est un livre profondément gidien parce que, d'abord, il est affirmation d'ambition, de volonté de se réaliser pleinement. Vous dites dans votre livre « À nous deux Paris », ça fait référence bien sûr au cri de Rastignac à la fin du Père Goriot, mais ça fait référence au premier passage du journal de Gide à l'automne 1889, celui qui ouvre l'édition originale du journal. De même, vous parlez longuement, et c'est très caractéristique, du fait que vous avez été obligé de larguer les amarres, que vous avez été obligé de vous distancier de vos origines en quelque sorte charnelles. Et vous dites que ce malheur a été peut-être en fait un bien. Eh bien, vous incarnez un peu ce héros qui se projette lui-même sur la vie sans égard aux préjugés, sans égard aux traditions. Au fond, vous n'avez qu'un credo intellectuel, c'est d'être rouge espagnol, mais vous l'avez choisi. Et les personnages familiaux sont assez distants dans cette autobiographie de l'adolescent. Et puis il y a aussi cette profonde sensualité, cette aspiration à la vie qui évidemment caractérise l'adolescence, mais qui est aussi très gidienne. Ce refus du choix, choisir ne me paraissait pas tant élire que refuser ce que je ne lisais pas, dit Gide dans Les Nourritures terrestres, eh bien vous refusez de choisir, y compris les femmes, parce qu'au fond on a l'impression, pardonnez-moi cette réflexion peut-être indiscrète, mais que ces femmes que vous décrivez si bien, vous avez aimé la femme dans ces femmes, mais pas chaque femme individuellement.
Elle. Et ça, c'est extraordinairement... C'est souvent mélancolique. Ce sont souvent des femmes mélancoliques. Oui, il y a beaucoup de nostalgie. Vous n'êtes ni rassasié, ni désabusé, désespéré, mais il y a beaucoup de nostalgie dans votre livre. La nostalgie sur le Paris de l'époque, la place du Panthéon notamment, ou Saint-Germain-des-Prés, et aussi la nostalgie de ce lieu magique qui est Bir Yatouk, que vous décrivez à plusieurs reprises, qui est un thème mélodique constant dans votre livre et qui marque que vous êtes l'homme du passage, du cheminement, l'homme de la frontière, c'était le thème de La guerre est finie, et que, au fond, pour vous, c'est un peu le monde est beau, la terre promise, cette Espagne que vous avez retrouvée, mais que vous avez retrouvée si fondamentalement différente de celle que vous avez connue. Vous y reconnaissez? Vous l'avez bien lu, hein? Il a très bien lu. Non, sur Gide, je veux dire très franchement que je n'en étais pas conscient que le livre fût aussi gidien. Je sais évidemment que Gide, à cause de celui qui est devenu mon beau-frère, Jean-Marie Soutou, et qui a été celui qui m'a commencé à faire lire, j'ai commencé par Gide et Baudelaire. Alors bien sûr, il y a là... Non mais ça c'est l'anecdote, mais je trouve qu'Olivier Chamac a tout à fait raison. C'est un livre, dans la critique, on a beaucoup parlé plutôt, on a dit c'est un livre plutôt proustien, la mémoire appelant invinciblement le nom de Proust. C'est plutôt un livre gidien, c'est aussi un livre de formation, c'est un Bildungsroman, un roman de formation. J'aimerais l'avis aussi de... Je sais que tout le monde l'a lu, donc... J'ai été passionné. Jean-Pierre Changel. J'ai été passionné, d'abord par le style, qui est... on va parler de ses retours, ses allers et retours, cette mélodie, ce dialogue à deux voix dans le style, avec ses retours au passé que je trouve sur le plan artistique, disons-le, vraiment merveilleux. Et aussi, ce qui me touche beaucoup, c'est l'engagement. C'est-à-dire, pour moi, ça a été cette partie-là que j'ai retenue de votre livre. Et cette idée d'avoir un projet, de penser à construire une société libre, une société de débat qui ouvre les possibles, vous le dites, les possibles de l'avenir. Et y penser, je pense, constitue pour moi la base de la réflexion éthique. Et je pense qu'il y a dans votre ouvrage au fond une réflexion sur la citoyenneté, sur ce à quoi on doit penser en étant un citoyen, et pas simplement un citoyen d'Espagne, parce que vous êtes, si on peut dire, une sorte de citoyen du monde. Et cette réflexion, finalement, elle rejoint celle que nous devrions avoir, tous en tant que citoyens, pas simplement penser à ces forces économiques qui nous submergent, mais avoir en tête une sorte de vision, de conception de l'avenir. Et je pense que ce livre, au fond, est une sorte, je n'ose pas dire le terme, mais disons de mise en place, mise en forme, illustration, implémentation, pour employer le terme informatique. Non, c'est pas beau. C'est une mise en acte. Une mise en acte. Oui, enfin, c'est-à-dire qu'une écriture et un tableau, une œuvre d'art qui, justement, transmet un message éthique fondamental, celui, au fond, d'une sorte d'universalisme. Et vous l'avez dit tout à l'heure, en reprenant la critique sur la survie, je suis tout à fait d'accord avec vous, j'ai dit niveau de base, mais il y a le niveau de l'humanité. Et alors, le niveau de l'humanité, chose curieuse, nous ramène à l'espèce. C'est-à-dire que nous avons ces barrières nationales, ces communautés linguistiques, et vous avez justement eu la chance de franchir cette barrière linguistique, puisque vous êtes bilingue. Et peut-être que voilà une des solutions pour une communication de type universaliste, sans parler, bien entendu, plus loin, des questions de conviction, de vision du monde, de conception de l'humanité, en général, sur lesquelles on doit ouvrir un débat. Et je pense qu'à cet égard, oui, il y a une sorte de complémentarité que personnellement j'ai beaucoup apprécié. Moi, ce qui m'a, je dirais, stupéfait, c'est la fantastique mémoire poétique. Chaque lieu, chaque rue, il y a une citation de Baudelaire. Et cela m'avait frappé dans votre livre sur la littérature ou la vie. Dans les premières pages, mon maître Alvax, qui meurt entre vos bras. Eh bien, ne pouvant pas dire le Kaddish, vous citez Baudelaire.
Et c'est Baudelaire qui vous accompagne tout le temps. C'est-à-dire que le souvenir n'est pas d'un événement, mais de la poétique de l'événement. Et c'est ce parcours de la grande poésie, moi je dirais c'est non seulement une remémoration, mais vous me permettrez une mémorisation incroyable de la grande poésie française, mais aussi mondiale, car il y a aussi toute la littérature du romantisme allemand. Je trouve cette mémoire fabuleuse parce que elle jalonne de mots les événements et de mots poétiques. Noël Lenoir. Oui, moi je trouve aussi que c'est un livre qui se parcourt, parce que je crois que le mot parcours symbolise un petit peu ce que représente, ce que vous décrivez de votre vie. Enfin, moi j'ai le sentiment que c'est le livre d'un Européen en exil. On pense immédiatement au souvenir d'un Européen, de Zweig, qui n'est pas de votre génération, mais qui aussi a eu un parcours personnel qui l'a fait participer et s'engager dans l'histoire de l'Europe, c'est-à-dire de l'effondrement de l'Europe et de la reconstruction de l'Europe. Et ce que je trouve extraordinaire dans ce livre, où, effectivement, c'est l'histoire de la mémoire qui s'enrichit, qui se diversifie, c'est que tout est un parcours, c'est-à-dire la poésie, les lieux de Paris, votre famille, enfin les 7 enfants, le père, le grand-père, etc. Et moi, je pense que c'est, pour moi, le symbole de ce qu'est un intellectuel européen, c'est-à-dire un homme libre, c'est-à-dire l'exil qui vous permet, qui vous donne une liberté. Enfin, on dit que la diaspora, c'est la base même de la liberté. C'est pas la diaspora espagnole, mais c'est ça que j'ai retenu de votre livre. À la fois très viril et très féminin, avec une part de féminin qui affleure, qui fait plus qu'affleurer même. Cette aptitude à l'accueil, cette sensibilité extrême que Paul Ricoeur soulignait, montre une sympathie avec l'univers féminin. Et je crois que il y a dans ce livre un mélange à la fois de volonté intellectuelle, car la vie intellectuelle a une énorme importance dans ce parcours. C'est aussi une autobiographie intellectuelle. Le dialogue avec les livres, en effet, chaque lieu... Il a tout lu. Oui, chaque lieu. Non, cette boulimie de lecture, le travail, c'est la lecture, ce proviseur d'Henri IV qui vous disait, il faut travailler pendant les vacances. Et vous lui demandez, mais alors, que faire? Et il vous répond, lire sans cesse. Eh bien, ce dialogue entre les livres, même au sens matériel du terme, lorsque vous parlez de ce livre qui a été sauvé de la bibliothèque de votre père, c'est pour vous quelque chose de très important. Ce dialogue donc entre la vie intellectuelle, le dépôt de cette vie intellectuelle et cette vie sensuelle profondément vécue, qu'on retrouve dans vos autres livres, fait un bouquet de vie extraordinaire. Moi, j'ai une question à poser à Georges Sanfrin. Oui. Vous avez cité page 30, la paix n'est pas un bien suprême. Oui, ni la vie. La vie n'est pas une valeur suprême. Son sens en elle-même, elle n'est pas valeur suprême. Là, je comprends que vous voulez dire qu'il y a un combat à mener pour la paix. Mais est-ce que, au fond, c'est pas quand même un bien suprême? Non, vous dites que la vie est transcendée par les valeurs qui la dépassent. Oui, c'est ça que vous voulez. Non, mais moi, je suis sur la paix. Bien sûr que la paix est une valeur. Bien sûr que la paix est un bien suprême, mais à quel prix et dans quelles circonstances? Oui. Est-ce que c'est pas ce à quoi nous devons viser là? J'ai gardé de mon passé marxiste ou marxien le goût des formules contradictoires. Je crois que la réalité, il faut la saisir très souvent dans des formules contradictoires. C'est-à-dire qui prennent... Pour moi, la contradiction que je ne sais pas où elle est surmontée, ce serait la sensualité et la politique. Je ne vois pas où se fait le lien. Et on est étonné que ce soit un militant c'est une alliance entre communiste. Le style, quand même, disons le mot du style de Saint-Proust. La féminité et le... un militant qui a fini par être exclu. Comment? Un militant qui a fini par être exclu. Excusez-moi, on a plus beaucoup de temps. Un mot du style, c'est une émission littéraire. Le style de Saint-Proust, ce télescopage. Je crois d'abord qu'on ne peut pas caractériser ce style d'un seul mot. Ce sont les alliances de mots qui sont merveilleuses dans ce livre, qui est d'une certaine manière un poème en prose. Car vous cultivez l'alliance des mots intellectuels et des mots sensuels, et à chaque fois, si vous trouvez... Pardon ? C'est Baudelaire. Il y a beaucoup, effectivement, certainement, d'influence de Baudelaire dans votre vie, et par conséquent, dans votre style. Il est à la fois symbolique, romantique, et à certains moments, vous avez des formules
d'un classicisme du XVIIe siècle. Il y a un souci de la composition, hein, parce que ces réminiscences, ces fragments finissent par composer les éléments d'une fresque avec des allers-retours, des télescopages. C'est ce côté mélodique. Il y a la durée des évocations qui est très importante. Il y a un rythme dans ce livre qui se saisit d'un seul moment. Merci. Et je voulais dire aussi, parce que c'est une phrase, dans ce livre, les villes, les avenues sont fugitives comme les années. Les villes sont fugitifs comme les années qui passent. Bravo. Merci. J'ai quelques livres à vous présenter. Pardon, la fin est un peu brutale. Le retour de Carolonnière, c'est du théâtre, donc dans la collection Le manteau d'Arlequin de Georges Semprin. Je ne sais pas si ça va être joué. Je ne sais pas, c'était joué en Allemagne, dans sa version allemande. C'est joué en allemand. Ça a été joué en allemand, mais en français encore jamais. Un que sais-je, les normes internationales de la bioéthique, donc Noël Lenoir et Bertrand Mathieu, c'est au PUF, donc dans la collection Que sais-je. Et puis cet album, Georges Semprin, que vous avez fait aux éditions du Chêne, avec un texte de Gérard de Cortanze et des photographies d'Antonin Borgeot. Toutes les références sur votre Minitel 3615, code 5e, rubrique droit d'auteur, rediffusion de cette émission mardi matin comme d'habitude. La semaine prochaine, dimanche 22 mars, nous serons en direct au Salon du Livre, porte de Versailles à Paris. Je recevrai Marie Dariussec, l'auteur de Truisme pour son nouveau roman, Alberto Manguel pour son Histoire de la lecture et Michel Del Castillo. Merci, merci madame, merci messieurs. À la semaine prochaine donc. Harladı